Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mardi 28 avril. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau et le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Dagvin Anderson. Coopération algéro-russe, le ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations Kemal Ezig reçoit à Alger le conseiller du président russe chargé de la coopération internationale dans le domaine du transport Igor Levitin, les deux parties ayant souligné l'importance de renforcer le partenariat bilatéral. 60e jour de la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis disent examiner les dernières propositions iraniennes pour notamment débloquer le détroit d'Ormuz. Et après plusieurs semaines de tensions, le détroit d'Ormuz demeure quasiment fermé malgré un intense balai diplomatique sur fond de crise énergétique mondiale historique. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu ce mardi à Alger le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau et le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Dagvin Anderson. Les délégations, les accompagnants étaient également présents à cette rencontre. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Boualam, directeur de cabinet du président algérien, Ahmed Attaf, ministre d'État chargé des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Amar Abba, conseiller du président algérien chargé des relations, des affaires diplomatiques, ainsi que Sabri Boukadoum, ambassadeur d'Algérie à Washington. Et à son tour, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi à Alger le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, qui effectue, je vous le rappelle, une visite officielle en Algérie. À cette occasion, Attaf a eu une rencontre en tête-à-tête avec Christopher Landau, suivie d'entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. Les entretiens ont permis de passer en revue la dynamique notable que connaissent les relations algéro-américaines dans leurs différents volets et d'examiner les moyens de les dynamiser davantage à travers le renforcement du dialogue stratégique et la consolidation du partenariat dans les domaines de coopération prioritaires tels que l'énergie, l'investissement, l'innovation, le commerce, l'agriculture, le transport aérien et l'enseignement supérieur. Les deux parties ont également abordé nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, en tête desquelles les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, ainsi que l'évolution du processus politique de règlement de la question du Sahara occidental. Coopération militaire algéro-américaine, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce mardi à Alger le général d'armée Dagvin Anderson, commandant du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné l'état de la coopération militaire entre les deux pays et échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée Saïd Chengriha a qualifié cette visite de nouveau maillon dans le renforcement du processus de coopération bilatérale.
Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne à l'occasion de votre visite en Algérie, laquelle s'inscrit sans nul doute comme un nouveau maillon dans le renforcement du processus de coopération bilatérale, particulièrement après la signature en janvier 2025 du mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération militaire. À cet égard, nos pays œuvrent dans le sens de l'approfondissement de notre dialogue stratégique afin de promouvoir notre coopération militaire à travers notamment la concrétisation de ce mémorandum d'entente dans toutes ses dimensions et objectifs, de manière à asseoir les bases d'une coopération forte et durable, fondée sur le respect mutuel et au service des intérêts des deux pays. Saïd Chegriha a souligné également que l'Algérie, mandatée par l'Union africaine, œuvrait au renforcement des mécanismes de l'initiative panafricaine commune visant à fédérer les efforts pour l'éradication du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent dans tous ses aspects. L'Algérie, agissant sur mandat de l'Union africaine, œuvre au renforcement des mécanismes de l'initiative panafricaine commune visant à fédérer les efforts pour l'éradication du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent dans tous ses aspects. À la faveur de ce rôle actif et dynamique, l'Algérie a pu lancer de nombreuses initiatives au niveau du continent en adoptant une approche sécuritaire multidimensionnelle de lutte contre le terrorisme qui repose principalement sur l'activation d'un fonds financier africain dédié à cet objectif, l'établissement d'une liste africaine des personnes et des entités impliquées dans des activités criminelles et l'élaboration d'un mandat d'arrêt africain. Il y a lieu également de faire mention des rapports annuels présentés par M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en sa qualité de coordinateur de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. De son côté, le général d'armée Dagvin Anderson a exprimé sa satisfaction de sa visite en Algérie et son aspiration à consolider les relations de coopération militaire. Nous apprécions que l'Algérie partage les mêmes préoccupations que nous en matière de lutte antiterroriste et de lutte contre les trafics de drogue, contre la criminalité et l'immigration illégale qui menacent plusieurs nations. Nous apprécions les positions fortes et solides de l'Algérie en la matière pour lutter contre ces menaces. Coopération algéro-russe à présent, je vous en parlais en titre, le ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations Kemal Zig a reçu ce mardi à Alger le conseiller du président russe chargé de la coopération internationale dans le domaine du transport, Igor Levitin, ainsi que la délégation l'accompagnant, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le responsable russe en Algérie. La rencontre a constitué une opportunité pour passer en revue l'état et les perspectives des relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Russie, les deux parties ayant souligné l'importance de renforcer le partenariat bilatéral. Les deux parties ont également examiné les voies de développement de la coopération dans le domaine du transport et des services logistiques, notamment en ce qui concerne les opérations d'exportation, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives aux opérateurs économiques. Et toujours dans le volet coopération, le ministre d'État algérien, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi à Alger Geert Muil, envoyé spécial pour la sécurité énergétique et les matières premières critiques au ministère belge des Affaires étrangères, accompagné d'une délégation comprenant plusieurs responsables d'entreprises et d'institutions belges. Cette rencontre a été consacrée notamment au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures et de l'industrie pétrolière et gazière, mais aussi à l'examen des opportunités d'investissement et de partenariat entre le groupe Sonatrach et les entreprises belges à travers les différents maillons de la chaîne de valeur, notamment dans le raffinage et la pétrochimie.
Et je vous le disais en titre, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 60e jour, les États-Unis ont dit examiner les dernières propositions iraniennes pour notamment débloquer le détroit d'Ormuz, et ce, après des informations selon lesquelles Téhéran a fait une nouvelle offre via les médiateurs pakistanais. Cette proposition vise à rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, renvoyant à une date ultérieure les négociations sur le dossier nucléaire. Téhéran exige le rétablissement de la sécurité et la stabilité dans le Golfe, des garanties crédibles pour sa sécurité, ainsi que le plein respect des droits et intérêts souverains légitimes de l'Iran. Puisque cela a été rapporté, je confirme que le président a rencontré son équipe de sécurité nationale ce matin. La réunion est peut-être toujours en cours. Je ne veux pas l'affirmer avec certitude car je me préparais à venir ici, mais la proposition était en discussion. Je ne veux pas anticiper les décisions du président ou de son équipe de sécurité nationale. Je tiens à réaffirmer que les lignes rouges du président concernant l'Iran ont été très clairement définies, non seulement pour le public américain, mais aussi pour les autorités iraniennes. Je ne dirai pas qu'ils y songent, je dirai simplement qu'il y a eu une discussion ce matin sur laquelle je ne peux pas anticiper. Et vous entendez très bientôt la déclaration directe du président à ce sujet, j'en suis sûre. Le ministère de la Justice prendra également la parole juste après la mise en accusation. De son côté, l'Iran a affirmé que les États-Unis n'étaient plus en position de dicter leur politique à des nations indépendantes. Le porte-parole du ministère iranien de la Défense a même appelé Washington à renoncer à ses exigences, les qualifiant d'illégales et d'irrationnelles. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité maritime, le représentant permanent de l'Iran aux Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a imputé aux États-Unis la responsabilité de toute perturbation, obstruction ou autre entrave au transport maritime dans le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. Dans un contexte de contraintes, les mesures prises par l'Iran dans le détroit d'Ormuz étaient fondées sur des droits et obligations en vertu du droit de la mer et de la législation nationale. Ces mesures légitimes visaient à établir un juste équilibre entre les intérêts de sécurité de l'État côtier et la sécurité continue de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Dans un environnement particulièrement instable, ces mesures pratiques seront examinées attentivement en fonction de l'évolution de la situation. L'Iran n'est pas parti à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par conséquent, il n'est pas lié par ces dispositions conventionnelles, sauf dans la mesure où certaines règles qui y sont reflétées sont universellement reconnues comme faisant partie du droit international coutumier. Pour sa part, et toujours lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la sécurité maritime, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la réouverture du détroit d'Ormuz afin de permettre à l'économie mondiale de respirer. J'exhorte les États membres à soutenir le cadre d'évacuation d'urgence élaboré par l'Organisation maritime internationale. Il s'agit d'un plan coordonné visant à garantir la sécurité des mouvements d'assistance et la protection des équipages actifs en pleine conformité avec le droit international. Monsieur le Président, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force inscrite dans la charte s'applique pleinement en mer. Les droits et libertés de navigation à travers le détroit d'Ormuz doivent être respectés, comme l'a réaffirmé la résolution 2817 de ce Conseil. Ces principes doivent être maintenus intégralement et sans délai. Je lance un appel aux parties. Ouvrez le détroit, permettez le passage des navires sans taxes et sans discrimination. Permettez la reprise du commerce, laissez l'économie mondiale respirer.
Et comme je vous le disais en titre, après plusieurs semaines de tension, le détroit d'Ormuz demeure quasiment fermé, malgré un intense balai diplomatique sur fond de crise énergétique mondiale historique. Imen Merad. À la croisée du golfe Persique et du golfe d'Oman, le détroit d'Ormuz est devenu l'épicentre d'une crise géopolitique majeure. Navires immobilisés, routes maritimes désertées, compagnies pétrolières sur l'œil qui vive, la circulation est fortement ralentie, voire interrompue. En toile de fond, la montée des tensions entre l'Iran et les puissances occidentales, notamment les États-Unis, menace de fermeture, incidents en mer, déploiement militaire, une escalade qui fragilise toute la région. Parallèlement, les efforts diplomatiques tentent de contenir la crise. Plusieurs sessions de pourparlers ont été engagées ces dernières semaines, notamment à Islamabad et à Washington, avec pour seul objectif éviter un embrasement et garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais ces discussions peinent à aboutir, les désaccords persistent, notamment sur les conditions de désescalade et les garanties sécuritaires exigées par Téhéran. Chaque cycle de négociation semble repousser un peu plus l'espoir d'une sortie de crise rapide. Concernant la situation actuelle, nous n'avons pas considéré la guerre comme terminée. Depuis le jour où les combats ont cessé, et en fait, un cessez-le-feu ou un silence a eu lieu sur le champ de bataille, puisqu'il n'y a eu aucune confiance envers les États-Unis et nos ennemis, nous avons continué de la même manière que pendant la guerre, en faisant de sérieux efforts pour mettre à jour notre liste de cibles. Conséquence immédiate, les marchés pétroliers s'affolent, les prix du brut repartent à la hausse, alimentant les craintes d'un choc énergétique mondial. Les pays dépendants des importations redoutent déjà des répercussions économiques majeures. Sur le terrain, les armateurs redoublent de prudence. Certains navires contournent la zone, rallongeant les trajets et augmentant les coûts. D'autres restent à quai, suspendus à l'issue des négociations. Entre blocage maritime et blocage diplomatique, le détroit d'Ormuz cristallise toutes les tensions. Et tant que les pourparlers n'aboutissent pas, cette artère stratégique restera sous pression avec des conséquences planétaires. La guerre au Proche-Orient place l'ONU devant ses responsabilités entre le chaos humanitaire à Gaza et l'agression sioniste qui frappe désormais le Liban. La présidente de l'Assemblée générale des Nations unies a brisé le silence, dénonçant des attaques inacceptables contre les casques bleus et une menace directe sur la stabilité mondiale. Le point avec Neila Hamouda. Le Proche-Orient s'enfonce chaque jour un peu plus dans les gouffres d'une guerre totale sous le regard d'une communauté internationale qui semble avoir épuisé ses mots. À New York, Annalena Baerbock, à la tête de l'Assemblée générale des Nations unies, tire la sonnette d'alarme sur les répercussions mondiales d'un conflit qui ne connaît plus de limites. Tous les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu sont absolument nécessaires, non seulement parce que le blocus et les attaques contre le détroit d'Ormuz affectent le monde entier, les prix du pétrole et des engrais augmentent, un pays a même déclaré l'état d'urgence énergétique, mais aussi parce que, comme vous l'avez mentionné, cela occulte la situation catastrophique de la population de Gaza. La situation humanitaire à Gaza reste déchirante. Au Liban, par exemple, 1,3 million de personnes sont déplacées. Au-delà de la crise humanitaire sans précédent, c'est l'architecture même de la paix mondiale qui est visée. Les attaques délibérées contre les positions de la FENUL au sud Liban marquent un tournant dangereux. Toucher au casque bleu, c'est s'en prendre directement à la Charte des Nations Unies, une ligne rouge franchie, provoquant une condamnation ferme au sommet de l'organisation. Nous avons constaté les attaques perpétrées contre les casques bleus au Liban. Le secrétaire général et moi-même condamnons fermement toute attaque contre les casques bleus de l'ONU. Tous les États membres des Nations Unies se sont engagés à assurer la sécurité des casques bleus, d'autant plus que des personnes du monde entier consacrent leur travail et leur vie à la paix d'autres pays. Leur sécurité est donc primordiale. Il est de notre responsabilité première de veiller au nom de l'ONU non seulement à un cessez-le-feu, mais aussi à un règlement pacifique de ce conflit.
Si le discours onusien se veut ferme, la réalité sur le terrain, elle, reste soumise à l'arrogance de la force. Mais au-delà des calculs géostratégiques, une évidence s'impose. Ce sont les civils de Gaza, du Liban et de toute la région qui continuent de payer le prix le plus lourd d'une guerre dont la sortie reste incertaine. Vouloir protéger les casques bleus sans imposer de sanctions réelles à l'agresseur relève d'une diplomatie du funambule. L'ONU joue sa crédibilité, car tant que l'impunité sera la règle, les appels au cessez-le-feu risquent de n'être que des échos lointains dans le fracas des bombes. Et comme vous venez de l'entendre, l'agression contre le Liban se poursuit. Des frappes des forces de l'occupation sioniste sur le sud du Liban ont fait hier 4 martyrs et 51 blessés. Parmi les victimes de ces frappes figurent une femme et 3 enfants qui ont été blessés selon le ministère libanais de la Santé. Et le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban s'élève désormais à 2534 martyrs et 7863 blessés depuis le 2 mars dernier, malgré un cessez-le-feu prolongé de 3 semaines. L'entité sioniste poursuit également son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 5 autres ont été blessés lors d'une frappe de l'entité sioniste menée ce mardi dans le nord de la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, le bilan des victimes de ce génocide entamé le 7 octobre 2023 s'élève à 72 594 martyrs et 172 404 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et plus tôt en matinée, un enfant palestinien est tombé en martyr dans une frappe de l'entité sioniste sur la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. Abdellafi Al-Najjar, âgé de 9 ans, a été tué par un missile tiré par un drone israélien à l'est de Khan Younes alors qu'il ramassait du carton, matériau utilisé par sa famille pour cuisiner. Parlons culture à présent, et depuis Annaba, la capitale du cinéma méditerranéen, ces jours-ci se poursuivent les activités du Festival international du film méditerranéen dans sa 6e édition, entre projections, rencontres professionnelles et ambiance festive. Notre envoyé spécial, Fella El Aili, est en direct avec nous justement du théâtre régional Asdin Mejdoubi pour nous faire vivre les temps forts de cette 5e journée. Fella El Aili, bonsoir. Bonsoir Abdelkader, donc nous sommes en direct du théâtre régional Asdin Mejdoubi à Annaba où se poursuivent les activités de la 6e édition du Festival international du film méditerranéen, dans une ambiance bien animée, dans une ambiance festive et cinématographique exceptionnelle. Lors de cette 5e journée, la matinée a débuté par des rencontres, des échanges professionnels ainsi qu'une masterclass animée par le DOP égyptien Fethi Faraj, plutôt Samir Faraj, et les projections de films se poursuivent actuellement dans plusieurs salles de cinéma ici à Annaba. À la Cinémathèque, il y a la projection des courts-métrages, des films documentaires, aussi au théâtre régional de Annaba ici, au théâtre Asdin Mejdoubi. Il y a la projection des longs-métrages en compétition. Actuellement, la projection
projection du film Khayt al-Rouh du réalisateur algérien Youssef Mahsas. Et cette journée va se clôturer avec le film de l'Iranien Shamal Shourja, le film Ahmed Bey, avec la présence de l'équipe du film. Et bien sûr, nous continuerons à vous faire vivre toute l'actualité de cet événement jusqu'au 30 avril 2026. Merci Fella El Aili. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Annaba où, je vous le rappelle, se poursuit d'ailleurs le festival du film méditerranéen d'Annaba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.